Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous. Il y a une quarantaine de personnes connectées. J'ai oublié de demander la liste des inscrits, donc je ne sais pas trop si on attend beaucoup plus de monde ou pas. Tant pis, je dirais, ça arrivera, c'est déjà très bien pour nous, 40 personnes inscrites. Euh, je vais un petit peu vous resituer ce webinaire sur lequel je serai amenée moi à intervenir au tout début, à vous donner quelques éléments de contexte et puis après à laisser la parole à trois membres du club utilisateur, à savoir l'INPI avec Mehdi Afnaï qui est présent, la CNAM avec Gaël Roux et Nice Métropole Côte d'Azur qui vient dans un contexte de mutualisation, donc avec d'autres organisations associées, avec Olivier Vernet. Voilà, donc on sera amené un petit peu à, voilà, à en savoir plus sur ces trois projets qui sont dans des contextes très différents. J'ai un peu envie de vous dire que j'espère qu'on aura évidemment le temps pour les échanges. Alors ceux-ci peuvent avoir lieu dans le chat prévu à cet effet. N'hésitez pas à y répondre. Je pense que les uns les autres, quand on ne prendra pas la parole, quand on ne sera pas en train de parler, on pourra essayer de vous répondre ou prendre des questions à la fin, peut-être à la fin de chaque intervention selon le temps qu'on a ou à la fin globalement. Et puis surtout, si vous voulez prendre la parole, alors je ne sais pas trop s'il y a la fonctionnalité lever la main sur cet outil, je ne suis pas sûre. Mais voilà, on peut essayer de voir comment ça s'y prête. N'hésitez pas de toute façon voilà, à utiliser d'abord le chat si besoin, et puis après, quand on aura un temps de questions-réponses, on pourra évidemment être en mode échange à l'oral. Voilà un petit peu, et puis bah, je serais peut-être amenée à couper des micros si vous avez oublié de couper votre micro et si ça fait un son parasite. Et voilà, il ne faudra pas hésiter non plus à me faire signe s'il faut rouvrir le micro. Pour vous donner quelques informations donc de contexte sur ce webinaire, quand l'association des archivistes français, a lancé son mois de l'engagement, on a un petit peu réfléchi en interne au programme Vitam à ce que voulait dire cette notion d'engagement pour nous. Et puis finalement pour l'engagement de manière générale pour l'écosystème qui est autour de Vitam. Ce webinaire est le troisième qu'on propose dans le cadre de ce mois de mai. On a commencé par un webinaire sur l'engagement de Vitam pour le logiciel libre, ce que ça signifiait pour Vitam d'évoquer, de travailler dans un contexte de logiciel libre. On a eu un webinaire la semaine dernière sur le module de collecte, qui est un projet mené actuellement par le programme Vitam qui finalement nous engage dans la facilitation de la collecte des archives pour les organisations, aussi bien les archives bureautiques que les archives liées au flux applicatif. Et puis pour finir, on a eu envie de discuter aussi et de donner la parole à des membres du club utilisateur qui, par le choix qu'ils ont pu faire, s'engagent dans un projet en utilisant le Vitam ou si ce n'est pas en l'utilisant, au moins c'est en l'observant, en l'analysant, en essayant de comprendre son fonctionnement et ce que ça veut dire pour eux. Parce qu'il y a sans doute, et je pense qu'ils seront amenés à le dire, des avantages, mais aussi des inconvénients, des difficultés sans doute. L'idée d'embarquer un petit peu dans un projet qui n'est pas aussi simple à définir qu'un produit sur étagère peut-être. Donc voilà, nous l'idée c'était un petit peu, ça a été dans ce contexte qu'on souhaitait vous présenter cette séance. Bon, je vois qu'en plus, il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, c'est très bien, ça a laissé le temps à tout le monde d'arriver. Je vais de mon côté maintenant, alors je vais essayer de m'y faire parce que l'outil au niveau du partage de documents est un petit peu particulier, plus que ce que je connais habituellement. Si ça vous va, alors peut-être que Mehdi, Gaël et Olivier, vous voulez vous présenter maintenant? Et puis après, j'enchaînerai moi sur la présentation un peu plus générale, notion club utilisateur. Ouais, bien sûr. Alors Moi, Olivier, j'ai pas de sans problème. caméra. Pas Désolé. de problème, pas grave. Je fais avec les moyens du bord. Donc, Olivier Vernet, je suis directeur du programme dématérialisation et transformation de l'administration, donc sur Nice Métropole. Et je suis mutualisé, enfin ma direction est mutualisée avec la ville et le CCAS, la ville-centre, ville de Nice, et son CCAS. Donc le CCAS, c'est le deuxième CCAS de France après celui de Paris.
Donc en termes d'activités, c'est des activités assez larges. Sur les premiers, enfin on va le voir après dans la présentation, c'est vrai que c'était tout à fait cohérent d'embarquer les trois puisque la DSI, avec qui on travaille énormément, est également mutualisée sur les trois entités. Et on a également des satellites, des régies personnalités qui travaillent avec nous également et sur lesquelles on teste un petit peu certaines fonctionnalités. Voilà. Merci Olivier. Mehdi, est-ce que... Oui, bonjour à tous, Mehdi Afnaï, donc responsable de l'archivage électronique à l'Institut national de la propriété industrielle. Voilà, donc on a mis en place Vitam et je suis en charge d'y connecter les applications métiers et D'accord. entre autres. Voilà. Ok, et tu nous en diras plus après. Absolument. Et Gaël? Oui, bonjour à tous, Gaël Roux, je suis directeur de projet à la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, avec en charge, enfin en partie dans mes activités, notre SAE, service d'archivage électronique, avec le remplacement de notre version actuelle par l'intégration de Vitam, depuis maintenant un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Voilà. Ok. Et moi je suis basé à Lyon, personnellement. Merci Gaël. Donc pour commencer, j'ai souhaité moi vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on appelle actuellement le club utilisateur et comment on est amené là par exemple à vous parler de ces 3 projets dont on a évidemment connaissance nous au sein du programme Vitam et voilà, et avec lesquels on travaille. Ce club utilisateur tel qu'on le connaît actuellement, c'est la version actuelle de ce qu'on appelait avant le comité partenarial. C'est-à-dire que Vitam, dans ses premières années, avait, de par l'exigence de réutilisation qui lui avait été confiée, c'est-à-dire que le logiciel devait être réutilisé évidemment par les ministères qui finançaient le projet, mais plus largement par d'autres utilisateurs, avait donc cette exigence de réutilisation et donc à travailler très vite à associer d'autres organisations pour travailler ensemble. L'idée était aussi d'avoir ainsi une proximité avec des organisations qui pouvaient faire des retours sur l'utilisation de ce qui était proposé régulièrement et puis d'avoir un petit peu aussi un élargissement des besoins qui allait là à ce moment-là au-delà des besoins exprimés par les 3 ministères initiaux. Donc c'était construire un petit peu ces échanges-là et puis faire monter la communauté autour en compétences autour de l'archivage électronique avec différents sujets qu'il fallait traiter. Donc vous voyez là sur cette diapositive que au niveau, quand on reprend un petit peu l'historique du programme Vitam, on avait donc une exigence de réutilisation à 5 organisations qui avaient été posées et que en 2019-2020, qui est la période de transition entre ce qu'on appelle la phase projet et donc construction de la solution logicielle et maintenant la phase produit où on propose en maintenance et amélioration continue le logiciel, on était bien déjà au-delà de ces 5 réutilisateurs attendus. Et actuellement, on en a même 44. Voilà, donc là, c'est un petit peu l'état des organisations et de leur arrivée au sein de ce qu'on appelle maintenant le club utilisateur. Là, c'est une vision un peu plus générale qui regroupe par grand domaine ces utilisateurs. Vous voyez évidemment, je dirais, la partie des ministères qui sont à l'origine donc du programme Vitam. Il y a également les ministères qui sont à l'origine du projet Vitam accessible en service et qui ont pu arriver en souhaitant analyser la solution logicielle Vitam pour répondre à leurs besoins d'archivage intermédiaire avant eux-mêmes de se lancer sur un projet mutualisé. Et puis d'autres ministères qui sont aussi venus observer et qui se préparent pour la plupart à arriver, à utiliser Vitam accessible en service à plus ou moins long terme selon les compétences et les forces qu'ils ont en interne. Donc si je fais un focus sur les ministères, pour être très précise, cette diapositive-là ne présente pas le ministère de l'Agriculture qui est en cours de de discussion pour intégrer Vitam accessible en service et le ministère de la Justice qui a lancé un projet de système d'archivage électronique basé sur Vitam avec un projet qui associe donc
je dirais, un jumeau de Vitam Accessible en Service, de la plateforme VAS et du projet Axone, qui est le projet du ministère de la Justice et qu'on appelle Vaxone. Et c'est tout récent puisque le lancement est là, est fait ces dernières semaines. Au niveau des organisations plutôt ministérielles, vous voyez également mentionner la direction interministérielle du numérique qui arrive en tant qu'utilisateur de Vitam dans le cadre d'un projet qui est celui d'étudier la connexion d'un outil comme voilà, c'est là où j'ai un trou, les enquêtes, les démarches simplifiées, pardon, avec Vitam Accessible en Service, au moins pour les utilisateurs ministériels de démarches simplifiées. Dans les autres utilisateurs qu'on peut mentionner, et je dirais ceux qui étaient attendus à l'origine, ce sont les opérateurs de l'État. Vous l'avez vu sur la partie historique, ce sont eux qui sont arrivés le plus tôt, je dirais, enfin le plus rapidement auprès de Vitam et qu'on retrouve là de manière importante. Alors pour ces opérateurs, ça peut être sur des phases de projet très très variées, parfois des projets en sommeil. Le Covid a pu aussi forcer la mise en sommeil et la pause de certains projets, et puis d'autres avec des projets qui sont en production. Donc là, on en aura deux avec l'INPI et la CNAM, ou qui sont dans un projet sur 3, 4, 5 ans même, de réflexion globale et de réorganisation globale de la gouvernance de l'information. C'est le cas du commissariat à l'énergie atomique, par exemple. Certains de ces opérateurs qui ont pu mener des POC, enfin des preuves des preuves de concept avec Vitam, ou faire des études ou des analyses pour essayer d'intégrer Vitam, maintenant se dirige également vers Vitam Accessible en Service en tant que service complet offrant aussi des infrastructures de stockage, et souhaitent finalement soit basculer leur projet sur Vitam Accessible en Service, soit arrivent même là dès le début avec l'idée d'utiliser Vitam Accessible en Service. Donc on a ainsi des organisations qui vont plutôt se diriger vers VAS. Au niveau des autres entités, enfin des autres organisations membres du club utilisateur, on retrouve également des collectivités territoriales. Alors, ça peut paraître étonnant, ça l'était d'autant plus pour la première collectivité qui nous a rejoint, qui était le département de l'Hérault. C'est évidemment, il y a une notion sans doute de Paris, enfin je ne sais pas comment Nice, mais la métropole Nice-Côte d'Azur le dira, mais au moins pour les premières collectivités territoriales qui ont rejoint le programme Vitam, il y avait un petit peu une idée et de Paris et d'acculturation, de montée en compétences sur l'archivage électronique de manière générale. Et maintenant, ce qui intéresse les collectivités territoriales qui sont arrivées vers Vitam, c'est la notion, de projet d'offre d'un service mutualisé sur leur territoire. C'est particulièrement le cas pour les agglomérations, ou alors d'études de changement d'outils logiciels ou de vérification de compatibilité de leur logiciel avec d'autres outils pour vérifier que chaque brique est remplaçable. Et donc là, c'est le cas de plusieurs des collectivités que vous voyez également affichées là. Et puis certaines collectivités vont elles aussi plutôt basculer vers un usage de Vitam Accessible en Service. Et puis d'autres sont aussi embarqués dans des projets avec Vitam, mais n'ont pas encore signé la convention. Soit c'est en cours, soit ça sera peut-être fait pas tout de suite et elle leur envoie moins l'utilité, puisque de toute façon, il n'y a rien qui oblige finalement à rentrer dans le club utilisateur, plutôt une envie de proximité. Donc on a ainsi les Archives de Paris, par exemple, qui démarrent un projet basé sur Vitam. Dans le dernier groupe d'utilisateurs qu'on peut mentionner, ce sont les entreprises du secteur numérique, les ESN, qui sont regroupés là. Le club utilisateur leur est maintenant ouvert, puisque très vite, une société a fait le choix de Vitam pour son outil. C'est la société Xeliance qui a basé sa solution, qui a bâti son offre de système d'archivage électronique sur Vitam. Et puis on s'est aperçu que depuis très longtemps, le programme Vitam menait des actions d'accompagnement auprès de ces ESN, puisque les cabinets d'audit et de conseil peuvent être amenés évidemment à répondre à des marchés, à des demandes de conseil, d'audit ou même d'intégration pour des sociétés vraiment plus associées aux outils informatiques sur Vitam, et que finalement, sur les aspects tant fonctionnels que techniques,
ce qui pouvait se dire dans le club utilisateur vers les collectivités territoriales, les ministères ou les opérateurs de l'État était aussi utile vers ces entreprises du secteur numérique, qu'elles soient des intégrateurs, des développeurs, des cabinets d'audit et de conseil, et que porter la parole de Vitam finalement était utile à tous les niveaux et qu'ils sont eux-mêmes utilisateurs de Vitam dans le cadre d'une prestation qui peut leur être demandée pour un décommissionnement d'applications et pour récupérer les données, dans le cadre d'une formation, dans le cadre du développement d'un connecteur. Donc c'est pour cela qu'on a souhaité aussi les associer et faire travailler tout le monde ensemble. Comment ça se passe ce travail pour tout le monde ensemble au sein de ce club utilisateur, donc à 44 membres avec, comme je vous le disais, des organisations très variées, des projets avec des périmètres très variés, et déjà les 3 qu'on verra tout à l'heure ont des périmètres très, très différents, et puis des projets à des stades très variés aussi, puisqu'on en a, je crois que ça en fait 8 maintenant qui sont en production, 8 organisations en production avec Vitam, pendant que d'autres sont juste là en analyse et en prise de connaissances. Donc c'est vrai que maintenant, ça fait un écart parfois important entre ceux qui arrivent avec l'idée de commencer à regarder Vitam et de comprendre certains concepts propres à Vitam ou concepts de l'archivage électronique. Je ne parlerai que de l'arbre de positionnement, par exemple, et se frotter un peu au CEDA. Et puis ceux qui sont finalement, auprès de 3-4 ans de réunions et d'ateliers, devenus un peu plus experts sur le CEDA, voire le sont même plus que nous en interne parfois. Donc ce club utilisateur fonctionne actuellement à base d'une organisation pour l'instant assez light, mais sur laquelle on souhaite réfléchir, puisque comme je vous le disais, à 44 membres, ça nécessite quand même d'être un petit peu organisé. Ce qui est important pour nous, c'est que depuis 2020, ce club utilisateur est entendu et présent au sein des instances de gouvernance de Vitam, c'est-à-dire le comité de pilotage et le comité de direction, avec la participation du représentant du club utilisateur qui est actuellement le CINES. Et quand le CINES ne peut pas être présent, il arrive que ce soit un autre utilisateur à qui on demande d'être présent, et ça permet en plus de parler de son projet face au ministère de la Culture, ministère des Armées, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec la DINUM, le SIAF, qui sont les soutiens de ce projet et qui sont présents à ces instances. Et ça a pu être le cas de la CNAM en février, qui a présenté son projet dans le cadre d'un comité de direction, et qui finalement a permis aussi de comprendre comment on pouvait utiliser la solution logicielle Vitam dans un autre cadre qui est celui de volumétrie importante. Je pense que Gaël reviendra dessus. Quelques mots donc un petit peu sur ce qui est proposé, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Je serai disponible si vous avez des questions ou si vous voulez des points d'échange après. On a ce qu'on appelle au sein de ce club utilisateur, et nous c'est ainsi qu'on voit aussi, qu'on définit quand on nous pose des questions, l'engagement avec Vitam, c'est être invité et participer si besoin à des réunions plénières du club utilisateur, lors desquelles on invite, on donne nous de l'information et on essaye d'avoir des actualités sur les projets qui sont présents ou qui sont représentés, pour pouvoir favoriser les échanges et avoir une idée un petit peu des sujets émergents qui sont en discussion. L'année dernière, par exemple, on avait un sujet sur la reprise de données qui a donné lieu après à un atelier d'échange de plusieurs projets qui étaient en mode reprise de données, qui avaient besoin de confronter leurs idées, de se poser des questions mutuellement. On a ce qu'on appelle des multilatérales, c'est-à-dire qu'on a 4-5 fois dans l'année l'expert technique du programme Vitam et l'expert fonctionnel du programme Vitam qui invitent donc des profils plutôt techniques ou des profils plutôt archivistes à venir d'abord avoir une démonstration des nouveautés, des travaux entamés, des travaux prévus, et un petit peu recueillir leurs besoins. Ou en complément, on peut aussi avoir des séances plus spécialisées sur un sujet ou sur un autre. Des bilatérales, c'est des rendez-vous dès que c'est nécessaire et dès qu'on a la possibilité d'y répondre, c'est-à-dire entre le programme Vitam et l'utilisateur. L'engagement aussi passe par finalement la proposition de chantier métier pour répondre justement à des questions métiers qui nécessitent d'être creusées sur plusieurs réunions, sur plusieurs mois. Ça peut être le cas sur la partie préservation, gestion des
la préservation et en 2017-2019. Récemment, ça a été le cas des identifiants ARC et de la signature électronique qui vont donner lieu après à des développements ou des préconisations dans le cadre de la solution logicielle Vitam. Et tous ces travaux sont basés sur des retours des utilisateurs. Donc, c'est finalement l'engagement des utilisateurs avec Vitam nous passe par la participation, si les sujets s'y prêtent, des utilisateurs pour faire entendre leurs voix, leurs besoins, leurs questionnements. Et puis, sur ce club utilisateur, il est également possible de faire de l'achat de tickets pour des petites prestations d'amélioration ou de priorisation de correction de bugs. Ce qui est important, je pense, pour ce club utilisateur et le fait que des organisations s'engagent avec Vitam, c'est qu'on met à disposition différents outils. D'abord un outil d'échange que vous connaissez peut-être dans d'autres cadres qui s'appelle Osmose. On a également un outil de support, c'est-à-dire des déclarations de tickets de support avec Tulip. Et puis, on met à disposition de tous les utilisateurs un environnement qu'on appelle un environnement partenaire, sur lequel sont disponibles les dernières versions de la solution logicielle Vitam. Donc là, depuis ce week-end, la version 5 est disponible pour les utilisateurs, mais reste disponible la version 5 RC, la version 4, enfin toutes celles qu'on supporte, avec à chaque fois différents outils, différents jeux de test, la documentation et la possibilité d'avoir accès au bac à sable, alors qui était avant l'IHM de démonstration, qu'on appelait l'IHM démo, que vous voyez sur le côté en bas à gauche. Et puis, depuis plusieurs versions maintenant, Vitam UI, c'est-à-dire un accès à une plateforme de test. Alors, on ne s'engage pas sur le maintien de cette plateforme, mais il est possible de faire une première prise en main, de tester les référentiels qu'on a préparés, de tester l'import de données, de tester les groupes de profils et le paramétrage des utilisateurs qu'on souhaite mettre en place. Donc, des retours que je peux avoir, la mise à disposition par le programme Vitam vers ses utilisateurs de ces outils permet quand même de prendre en main l'outil et d'avoir un premier regard sur ce qu'il convient de faire pour lancer son projet de SAE. Pour finir, juste, puisque pour nous, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, ce club utilisateur passe juste par un acte volontaire d'intégration, c'est-à-dire la signature d'une convention de service qui contient une annexe budgétaire de précision. Alors, je suis désolée, ça tape dans les tuyaux à côté de moi. J'espère que ça va aller. Et puis, ce cadre d'engagement passe également par la possibilité de contribuer à Vitam. Alors, la contribution passe par la participation aux réunions dont j'ai parlé avant, mais elle passe aussi par de la contribution réelle au code, par exemple, et donc à l'amélioration de la solution logicielle, ou la contribution financière pour produire du code. Voilà, donc tout ceci est évidemment cadré. Je crois que sur une des contributions, on sera peut-être amené à en rediscuter avec les utilisateurs qui vont prendre la suite. Voilà, c'était donc quelques mots un petit peu sur comment nous, on traduit au sein de ce club utilisateur la notion d'engagement et de faire vivre cette communauté, cet écosystème autour de Vitam. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. J'ai pas vu dans le chat de questions. Je vais essayer de voir. Enfin, la réponse. Il y a une question, mais qui se prête pas là au contenu que je viens d'évoquer. Donc, dans ce cas-là, je crois qu'on avait dit que c'était Olivier qui prenait la parole. Oui, tout à fait. Alors, Olivier, je vais donc moi arrêter mon partage et partager. Ouais, je vais te mettre en contribution. Sans problème. Donc, c'est bien. Notre sécurité n'a pas permis de charger l'outil. Ok, eh ben, c'est pas un problème. Moi, je vais juste me mettre en mode diaporama à partir du début. Là, mais il faut que je fasse un partage d'écran. Ok, donc ça ne va pas être ça. Excusez-moi. On va faire comme ça. C'est ça. Nickel. Et si là, je fais à partir du début. Alors, je ne parviens pas à le lancer. Ça ne le lance pas en mode diaporama, j'ai l'impression.
Olivier, est-ce que ça fonctionne? Oui, je crois que je vais rester comme ça pour l'instant. Ouais, rétrécis la marge et puis on reste comme Ouais, ça, c'est pas exactement. grave. C'est juste un Ok. support de toute façon Ouais, et pour puis ce sera mis à présenter. disposition si tout le monde est d'accord après. Je te Oui, laisse tout à fait. prendre la parole. Je coupe mon micro, Olivier. Merci. Donc, je me représente, donc Olivier Vernet. Je ne suis pas à la DSI. On a sur la métropole la chance depuis maintenant plusieurs années d'avoir une direction de la dématérialisation qui est une sorte d'AMO interne qui vient aider les directions qui se lancent sur de l'archivage, enfin sur de la dématérialisation, pardon. C'est vrai que moi, dans ma tête, depuis le début des projets de démat, j'avais l'idée de l'archivage électronique. Donc c'était pour moi un sujet qui nous mène depuis 2013-2014 quand même. Alors pourquoi avons-nous choisi Vitam? C'est la deuxième diapo. Merci. Alors déjà, c'est ce que tu évoquais, la prise en charge des volumétries, parce que comme on est mutualisé à la fois sur la ville, la métropole et le CCAS depuis 2012, on produit progressivement énormément de documents numériques et le fait d'avoir un outil qui permette de gérer de la volumétrie importante était pour nous vraiment un élément central. Également la sécurité, c'est-à-dire que le fait que ce soit porté par des ministères entre guillemets régaliens et la direction des archives de France, le mode de fonctionnement par brique, tu l'as dit également, qui permet de s'assurer qu'on puisse remplacer une brique plutôt qu'une autre, à la fois d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue technique, c'était des éléments de sécurité qui ont eu un gros poids dans la balance au moment où on a fait notre choix. Donc, le réglementaire était aussi un point central puisque avoir un projet dont le pilotage est fait par les rédacteurs de la réglementation, ou en tout cas en grande proximité, était aussi un argument de poids. On sait tout de suite que le CEDA 2.2, c'est bon, on va l'avoir. Donc c'est quelque chose qui était pour nous aussi important. L'évolutivité, alors là-dedans, moi je mets toute la gestion sur les temps longs de la lecture de nos documents, par exemple. C'est-à-dire capacité, il y a eu des ateliers dans le club des utilisateurs, et ça, pour ça, le club des utilisateurs, je fais une parenthèse, il est fantastique, ça permet d'échanger sur ces thèmes-là, notamment. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir à notre disposition un outil qui permettra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de pouvoir continuer à lire, quel que soit le futur format, les documents qu'on aura intégrés à l'outil d'archive. Parce que, bon, là, pour le moment, vous allez le voir par la suite, on se fait les dents sur des petites volumétries et des documents assez structurés. Par la suite, on aura également tout ce qui est urbanisme et qui représente pour les collectivités une grosse masse de documents consultés et qui ont vocation à être utilisés sur des temps très longs. Donc pour nous, cette solution-là était vraiment importante par rapport à d'autres solutions qui étaient capables d'archiver sur de la décennale, mais pas plus loin, ou qui garantissaient pas beaucoup plus loin. Donc pour nous, c'était plutôt intéressant de s'orienter sur Vitam. Donc c'était aussi un des points. Et le coût, on a été assez surpris enfin moi je m'attendais à beaucoup plus que ça. Et budgétairement, sur une médium, on n'était pas sur des sommes extravagantes telles qu'on avait eu peur de se l'imaginer. Voilà. C'est bon. Suivante. S'il te plaît. Merci. Donc, un choix qui s'impose pour nous parce que, comme je disais, c'est une sécurité de pouvoir choisir Vitam, je ne vais pas revenir dessus, et également parce qu'on embarquait les trois entités. Je disais, donc ma direction, moi, est mutualisée sur la ville centre, la métropole et le CCAS. Donc c'est la métropole qui porte toutes les dépenses, les ressources, etc., qui se fait rembourser par des participations de la ville et du CCAS. Et donc, quand on fait le travail pour cette entité, pour ce projet-là, du coup, on embarque les trois. La DSI est également mutualisée. Notre service des archives est mutualisé entre la ville et la métropole, mais n'est pas mutualisé, par exemple, avec son CCAS. Donc, on embarque également le service des archives du CCAS.
Donc, mais ça se passe vraiment très bien. C'est un super projet pour ça. C'est une réflexion qui était ancienne, je l'ai dit, hein, je ne vais pas revenir dessus, donc depuis le tout début, puisque quand on monte des projets de dématérialisation, ben, il faut penser également au bout de la chaîne, comment je vais pouvoir arriver à prouver, sortir, documenter un élément de preuve devant le juge pour telle ou telle action qui a été effectuée en numérique. Donc pour toutes ces raisons-là, on avait besoin d'un choix sécure. Et c'est vrai que pour nous, ce choix, Vitam s'est totalement imposé. Et bien entendu, la réflexion sur les temps longs, mais je ne vais pas y revenir. Alors, c'est vrai que quand on a fait notre choix 2018-2019, tout bougeait, ça continue, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur numérique, des archivistes, des tiers archiveurs professionnels qui se lancent également dans l'aventure Vitam. Donc ça montre que notre choix était pas mauvais du tout. Je crois que même Azalae a des souhaits de pouvoir se brancher également sur Vitam. Des intégrateurs sont présents et Vitam étant un produit qui évolue en permanence, pour nous c'était également un choix qui s'est imposé de lui-même. Et ce qui a fait un peu basculer tout ça, c'est-à-dire que ce projet-là, est intégré à différents projets que je porte, mais celui-là est parti tout de suite sur les chapeaux de roue en 2021 avec France Relance, puisqu'on a eu le soutien de l'État dès le premier tour de table. En un mois, on a eu la réponse positive de France Relance. Donc le dossier a été un peu fastidieux à monter, mais on s'y est mis tout de suite. Et c'est vrai que on n'a même pas eu d'interrogation ou quoi que ce soit. Le dossier écrit était très largement sponsorisé. Je ne sais pas s'ils ont encore, je pense que non, hein, parce qu'il y avait les assises de la démat ce matin. Il me semble avoir compris que côté France Relance, ils ont épuisé leur crédit côté tout ce qui était numérique. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un dossier accepté, c'est très bien. Enfin, nous, c'est ce qui a déclenché, y compris budgétairement, le fait de pouvoir mettre en avant ce dossier, ce projet-là par rapport à d'autres. Voilà. Merci. Le suivant. Alors, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, c'est une solution qui reste complexe. Alors, bien entendu, techniquement, c'est plus de 18 VM à installer. L'IHM, bon voilà, elle existe. Hein, pour nous, elle n'est pas assez évoluée, mais bon, elle fait le job. Ce qui est embêtant, c'est que Vitamui ne nous empêche pas de devoir passer malgré tout sur certaines, je ne vais pas rentrer dans le détail, en plus je ne serai pas assez calé là-dessus, ne nous empêche pas de nous passer de l'IHM démo. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, on va s'interroger sur les maintenances, mais ça c'est pour nous, hein, côté DSI et métropole, projet et archivistes. Comment les maintenances vont se faire sur les temps longs, on est encore un petit peu en interrogation sur certaines choses. Voilà. Mais bon, on va solutionner ça. On a une DSI qui est assez fantastique de ce point de vue-là, qui s'est énormément mobilisée sur ce projet, que ce soit d'un point de vue technique, d'ailleurs, je fais une parenthèse, que d'un point de vue fonctionnel, et des archivistes très motivés également, que ce soit sur la ville, la métropole et sur le CCAS. Donc c'est vrai qu'on avait tous les feux au vert, et vraiment, là, de ce point de vue-là, c'était un super projet, qui n'est pas fini, mais qui démarre très bien. Alors fonctionnellement, c'est un outil qui doit rester aussi un outil pour des archivistes. Ça, je le répète à longueur de journée. Bon, là, j'en rigole, mais c'est vrai que sur ces sujets très techniques, on a vite tendance à se contenter de la vision technique des choses, en oubliant que derrière, qu'il y a une personne qui va avoir à rechercher quelque chose, qui va avoir à déposer quelque chose, qui va devoir à répondre à un usager qui a besoin d'un document. Donc c'est vrai que, in fine, c'est quand même cette fonctionnalité-là qu'il faut avoir présente à l'esprit. Et donc on est amené à gérer des archives. Hein. C'est pas simplement de la donnée. C'est aussi de la donnée, mais pas seulement. Et c'est surtout et avant tout des archives, pour boucler ce que je disais au début, sur une gestion en temps long. On va être amené également donc, à travailler sur des périodes de 20, 30, 40, 50 ans. C'est vrai que ces points-là sont essentiels.
Il faut que les agents puissent, et ça c'est dans la conduite du changement, pour ceux qui montraient ces projets-là, aient cette vision-là qui reste présente à l'esprit. Sinon, on dérape très très vite sur quelque chose de très technique et on perd les agents des archives. Et c'est dommage, franchement dommage, parce que c'est le métier de demain. Tout ce qu'on a actuellement qui est en XML, qui est chiffré, qui est numérique, serait complètement illisible sinon. Et donc sur des moyens et temps longs, on va dire, on a donc des évolutions qui restent indispensables. Voilà, il va falloir quand même qu'on arrive à faciliter l'utilisation de Vitam UI. Il y a quelques pistes, hein, on en a parlé. La consultation également pour les usagers. Ce point-là, peut-être des idées sur une salle de consultation virtuelle qu'on est en train d'essayer de pousser aussi avec notre intégrateur, de façon à ce qu'un usager puisse consulter en ligne quelque chose, comme il y a, c'est à Damande, je crois, le projet pour les archives d'État, qu'on ait un peu la même chose côté collectivité, qui permettent d'avoir une consultation assez facile. Ah oui, ça c'est plus pour le club des utilisateurs aussi, faciliter la mise en place des environnements de test, demander le code transitoire provisoire, les mots de passe, c'est un petit peu fastidieux, je dois le reconnaître. Et voilà, rationaliser un petit peu les outils d'aide, ça c'est plus une idée, quelque chose de parfois plus simple à la fois techniquement, fonctionnellement. Par exemple, quand on a fait nos premiers recétages, Alice nous a aidés, hein. Après elle nous a fourni les différents liens vers lesquels on pouvait avoir l'information, mais intuitivement, même en se reportant sur l'aide dans Vitam, ça peut être pas mal par exemple d'avoir des petits outils beaucoup plus simples, je sais pas, vous avez tel message d'erreur, voilà ce que ça veut dire en français. C'est parfois des choses toutes bêtes et aussi simples que ça qui manquent un petit peu à mon sens. On pourra travailler là-dessus, je pense, utilement. C'est un retour d'expérience, hein, de toute façon. Bon ben voilà, la suivante également. Merci. Donc là c'est plus un planning, je vous le fais en version un peu accélérée puisque je l'ai un peu dit tout le long. Donc on a commencé à réellement rentrer dans la vraie réflexion en fait en 2010, fin 2017, donc toute l'année 2018, avec des échanges entre Azalae, pour faire court, des solutions, on va dire, classiques d'archivage et Vitam. Et donc il y a effectivement un trou en 2020, puisque Covid oblige, c'est pas du tout passé dans les viseurs. On a eu d'autres sujets à traiter. L'indisponibilité de la DSI a fait que voilà, on n'avait pas du tout de bande passante côté technique pour mettre en place ça. Et 2021, c'est vrai que le plan de relance nous a permis un vrai décollage du projet sur les chapeaux de roue. Et on a mis en place donc cahier des charges, début des intégrations. En 2022, là, on est sur le recettage. Donc, je vous passe les détails, hein, mais avec des connecteurs, des gestions de doublons de pièces, qui nous permettra de détecter si des pièces qui sont référencées plusieurs fois, laquelle on garde, etc. Voilà, bon, après, on aura d'autres évolutions sur 2023, notamment pour des flux, pour nous, qui sont importants, hein. Je ne parle pas seulement des délibérations arrêtées, etc., des courriers, des photos aussi. Quelque chose qu'on veut essayer de pousser beaucoup, en tout cas sur Nice, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de photos qui seront prises, stockées n'importe où et pas du tout archivées. Et là, ça fait beaucoup de poids, de volume, de quantité. Ça, c'est important. Et donc, pour nous, ce qui est important également, c'est tout ce qui est document d'urbanisme. Avec une spécificité, c'est que nous, nos dossiers anciens sont aussi en Italie, puisqu'on a été rattaché récemment à la France. Donc, on aura sans doute aussi des ponts à faire, à voir si on peut les faire avec l'Italie. Et ensuite, l'antépénultième, voilà, donc sur l'organisation, donc une chefferie de projet qui est chez moi. Donc moi j'ai un agent qui est dédié spécifiquement au projet Vitam quand même. Donc on a une vraie volonté forte d'aller là-dessus, avec Muriel chez moi qui gère le projet en tant que chef de projet. Une direction support, enfin les deux directions support, puisqu'il y a la métropole, la ville d'un côté et le CCAS de l'autre, qui sont très présentes aussi, et une DSI qui fait un travail remarquable à la fois d'un point de vue technique, architecture,
et maintenance continue est mise en place pour nous. Alors, on a un portefeuille de projets qui est assez dense, ça je vais vous montrer juste après. Après, on s'interroge, on continue à s'interroger sur notre capacité, on a des doutes existentiels, capacité sur la mise en place des 18 VM, bon, ça a été fait de toute façon. C'est des questions qu'il faut se poser, c'est plus sous forme d'interrogation pour ceux qui voudraient se lancer. Quand même, est-ce que votre DSI est en capacité de pouvoir gérer les 18 VM quand vous êtes en test, quand vous êtes en prod, enfin en pré-recette et en recette, pardon, et en prod. Voilà, c'est des vraies questions quand même importantes. C'est pas neutre. La gestion de l'administration au quotidien sur tout petit message SMTP qui communique pas avec Vitam pour vérifier que le connecteur est bien placé, etc., etc. Enfin, voilà, des petites bêtises comme ça, mais à longueur de journée, c'est vrai que il faut avoir des gens qui connaissent assez bien quand même. Alors, moi je vais aller assez rapidement, comme ça on termine. Juste un petit rappel quand même, c'est que sur les collectivités, on gère énormément de typologies de documents quand même. C'est quelque chose qu'on voit un peu plus que dans les ministères, sur ceux qui ont été au portage du projet à l'origine, qui sont généralement sur une mono-activité. Nous, on va toucher déjà le lien avec l'usager, la proximité avec l'usager, très forte. C'est-à-dire que celui qui va nous demander les documents archivés, c'est pas un service, ça va être l'usager. Je prends les documents d'urbanisme, je prends les délibérations, les documents d'arpentage, etc., etc. Donc c'est vrai que on va être tout de suite confronté à l'utilisateur lambda. Donc comment on fait pour gérer cette liaison-là à partir d'un outil qui est quand même relativement complexe. D'où l'idée de mettre en place peut-être aussi une salle de consultation virtuelle. Voilà. Je vais vous faire une présentation très rapide, comme ça j'en profite, je me fais un peu de pub. C'est la suivante sur les différents projets. Donc c'est vrai que Vitam là-dessus vient s'insérer dans un ensemble de projets qui sont déjà réalisés, partie de gauche, donc les pièces comptables, toute une grosse partie de RH, comme on disait notre adjoint, de soutien, c'est-à-dire des choses qui ne se voient pas mais qui sont fondamentales, les prélèvements à la source des ordres de mission et la DSN, enfin, déclaration sociale numérique, toute la partie marché avec des développements en interne, on en fait quand même beaucoup. Amelios, c'est notre outil de rédaction des procédures qui a été développé en interne. Et toute la partie monétique. L'urbanisme, donc là aussi on a été soutenu au titre du plan de relance. Le paraphare électronique, c'est un énorme projet titanesque, ou Sisyphe, ça dépend, qui est également développé en interne. On a deux outils qu'on a développés intégralement chez nous et un outil qu'on relie avec à terme la liaison sur une jet transverse Alfresco et donc la liaison avec l'archivage électronique à la fin. Et en parallèle, différents projets, que ce soit en RH, marché, ou notre remplacement de GEC, enfin de gestion électronique du courrier, qui va se brancher également sur une GRU. Voilà. Et à terme, on a, donc ça c'est en cours de lancement, tout ça, et on a à lancer également différents outils qui vont changer au titre du contrôle légalité, la démat du dossier de l'agent et de son coffre-fort, c'est un énorme dossier. Toute la partie compta avec Chorus engagement et maîtrise d'ouvrage, et toutes les interfaces après, ça va être important, et c'est sur des temps longs. Mais c'est des points qui sont vraiment très utiles et attendus par les utilisateurs. Voilà, j'ai terminé. Merci Olivier. Alors, je vais en profiter pour demander s'il y a des questions. Hop, j'arrête le partage. Je sais que dans le chat, il y en avait certaines et je n'arrivais plus à sortir du message privé. Donc oui, pour VM, c'est virtual machine et le nombre de virtual machines à prévoir dépend de la taille de la plateforme que vous envisagez. Voilà, donc c'est la médium, un c'est peu... 18. Ouais. Voilà.
Parce qu'on a prévu, alors Vitam a proposé des tailles de plateformes en gros qui correspondent à des tailles de t-shirt. Enfin nous voilà, on les appelle les tailles de t-shirt. Donc il y a la taille médium, ça commence à XS, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'une XS, S, médium, L et XL. On a sur la documentation technique des exemples justement de si vous partez sur une taille médium de votre plateforme, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des ressources techniques à prévoir, puisque comme le disait Olivier, il faut vraiment le prévoir et que ce soit en accord avec la DSI. Est-ce que Olivier, vous aviez un petit peu estimé la volumétrie justement cible, parce qu'il y a une question sur la gestion des gros volumes d'archives. Alors oui, Vitam au départ est quand même est présent pour du big data, donc on vise le milliard d'objets et le milliard d'archives et même au-delà. Vous, Nice, est-ce que vous aviez une volumétrie estimée qui correspondait à ces 18, cette taille médium que vous aviez estimée? On était trop gros pour une small, donc Ouais. on était obligé de partir sur une médium, puisque de toute façon, on avait estimé qu'à partir du moment où on rentrerait en production, on serait au-delà de plusieurs millions de documents, rien que sur la partie comptable. Si on rajoutait les marchés, l'urbanisme, les permis, etc., voilà, on était facilement à 60-70 millions de documents minimum. Voilà. Et Donc après, je sais pas aller s'agréger année après année tous ces documents. Donc sur le temps long, on était obligé de partir sur quelque chose d'assez quand même conséquent. robuste, mais qui peut être de toute Eh façon, oui, comme on dit, scalable, c'est-à-dire que oui. ça peut s'augmenter si nécessaire. Voilà, Je sais pas exactement. si Mais ça c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut se lancer là-dessus, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et est-ce que derrière, la DSI va être en capacité de... Alors, je ne sais pas si je l'ai fait assez ressortir, mais ce point-là, il est vraiment important. Est-ce que j'ai une DSI suffisamment béton pour pouvoir prendre en charge ces évolutions-là? Tout à fait. Donc je ne sais pas si ça répond à la question de Serge qu'il y avait dans le chat sur l'évolution annuelle du volume d'archives. Donc là, on voit que la ville de Nice a estimé justement sur plusieurs années la volumétrie cible par rapport au flux à prendre en charge au fur et à mesure et l'identification de limites de volume. Alors pour l'outil, comme je le disais, la limite actuelle théorique est au milliard d'objets. Et on est en train de travailler justement avec les utilisateurs qui savent déjà que d'ici 2-3 ans, ils seront au-delà du milliard d'objets pour avoir des performances améliorées. Et voilà, donc on a un groupe qui s'appelle Performance et Grosse Volumétrie qui travaille là déjà sur quelles sont les modifications à apporter à l'outil pour prendre en charge au-delà. Après, sur des volumétries moindres et sur les exigences que ça pose, entre autres sur les attendus, l'expertise, les compétences, les moyens à mettre en œuvre du côté DSI. C'est aussi pour ça qu'il y a Vitam Accessible en service qui a été lancé aussi. Enfin voilà, c'est qu'on sait bien que là, la ville de Nice, Olivier l'a dit et redit, ça marche parce que la DSI est très impliquée. Dans le cadre d'une DSI un petit peu peut-être moins impliquée ou qui a moins d'armes, pour ça, voilà. La DSI et les archives, fonctionnellement et techniquement, Oui, c'est-à-dire les archives d'un côté, point de vue fonctionnel, pour savoir exactement comment on archive, etc. Et techniquement pour la DSI pour les prendre en charge, bien entendu. d'accord. Oui, alors après, moi, j'aimerais que je parlais surtout technique parce que là, sur les aspects fonctionnels, les archivistes sont utiles pour estimer la volumétrie, évidemment, et voir ce qu'il va falloir prendre en charge, des choses comme ça. Sur la prise en main de l'outil, que ce soit sur un Vitam implémenté dans son contexte, comme là, le cas de Nice, ou un Vitam utilisé dans un mode VAS, donc en mode SaaS, le travail est le même. Mais nous, On a une question. on était, pardon, juste pour Vas-y, terminer, vas-y. ça me permet de, je voulais le dire, c'est vrai que nous, le mode SaaS, VAS, pardon, décidément, on avait envisagé, bien entendu, mais c'était trop tard. On était déjà lancé Oui. dans l'implémentation de la solution on-premise chez nous, quoi. Et justement, ça Parce rejoint une autre qu'au question. démarrage, tu me diras si je dis une bêtise, mais c'était réservé uniquement à certaines Oui. administrations, je crois, c'est ça. Oui, on ne pensait pas Et que nous, ça on pouvait rentrait être pas ouvert dans aux les clous. collectivités. Tout à fait. Et si. Et ce qui rejoint une autre question, celle de l'hébergement des données qui est en local. Oui, là, dans le cadre de la ville de Nice, vous avez quoi? Un site, 2 sites de stockage? 2. 2. Alors, la préconisation, c'est au minimum 2 sites de stockage. Dans l'idéal, c'est quasiment 3 sites de stockage sur 2 technologies différentes, mais là, c'est rare quand c'est possible. Je crois que Gaël pourra nous en dire plus tout à l'heure et peut-être Mehdi, je ne sais pas trop.
Et il y avait une question, et j'en profite maintenant parce que je sais que c'est vraiment pour Olivier, ce ne sera pas Mehdi et Gaël qui pourront y répondre tout à l'heure, sur l'urbanisme, avec des questions sur les dossiers d'instruction dématérialisés sont-ils déjà archivés dans Vitam? Quel logiciel métier d'urbanisation et un connecteur Durba, a-t-il oui. été construit? Alors, on a le choix qu'on fait pour Vitam, c'est de passer de notre jet transverse vers Vitam. Donc, on est en train de créer un connecteur générique qui permet de relier de notre stockage vers Vitam. Maintenant, il va falloir qu'on puisse générer le lien entre notre applicatif métier vers Vitam. En l'occurrence, c'est droit de cité. On n'est pas du tout content, mais bon, on n'a pas le choix puisque là, maintenant, on est pratiquement au bout des efforts, donc ce serait dommage de changer maintenant. Ça viendra peut-être un jour, mais ça, c'est autre chose. Et l'idée, ce sera de les verser dès qu'on aura terminé complètement nos premiers dossiers dans Vitam. Oui, ça, c'est clairement l'objectif, puisque ce que je disais, on a fait une analyse avec les archives. Chez nous, côté collectivité et l'urbanisme représente 70% des consultations au service des archives. Donc, c'est un des éléments essentiels. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé par ça. On a préféré se rôder sur des choses un peu techniques, pas sexy, qui sont les flux PES V2, aller dépenses, recettes, PES marché, PES PJ, qui sont des flux un peu techniques, voilà, mais qui nous permettent de mettre en place les solutions, le connecteur Alfresco Vitam, une version 1 et une version 2 qu'on va lancer dans très peu de temps avec la gestion des doublons, etc. Et par la suite, de pouvoir après avoir notre connecteur générique et verser les documents d'urbanisme dedans. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi, ce qui nous amène à réfléchir à une salle de consultation virtuelle. J'avais posé la question à Adamante, mais ils ne m'ont pas répondu pour savoir s'ils avaient vocation à s'ouvrir sur ouvrir leurs solutions sur les collectivités, mais bof, ça n'a pas l'air de leur plaire. Alors, Mais c'est j'espère important que parce que l'usager, c'est ce qu'il attend. Ah oui, oui, complètement. Mais justement, j'allais rebondir, mais je voulais juste savoir si pour Aude, je réponds, enfin, c'était la question de Aude Guillon et une autre question donc, sur l'hébergement, c'était Louise-Marie Liu. N'hésitez pas à nous dire si ça a répondu à votre question ou pas. Oui, merci Alice. Mais- Pardon, je me suis Vas-y, permise hésite. de réactiver mon micro, enfin d'activer mon micro justement pour rebondir et poser juste quelques questions complémentaires sur l'urbanisme. Du coup, je comprends de ce que nous dit notre collègue Denis que les dossiers passent de logiciel métier dans la GED et que c'est depuis la GED que c'est transféré vers Vitam. C'est ça le projet. On passe par la GED. C'est ça. Pour tous les projets, pour n'avoir en fait techniquement qu'un connecteur stockage vers Vitam, parce que c'est déjà compliqué à mettre en place, mais au moins on aurait un seul connecteur. Et par contre, en fonction des applicatifs, on vient les connecter vers Alfresco parce que c'est plus facile de trouver des applicatifs et pas limiter la concurrence en plus en termes d'applicatifs métiers. C'est plus facile d'avoir des connecteurs outils métiers vers Alfresco que directement vers Vitam. Alors, c'est une réflexion très parallèle qu'on a en cours au sein de la collectivité Bordeaux Métropole dans laquelle je travaille. Et une hypothèse sur laquelle on s'active un peu en ce moment, c'est d'avoir également un coffre-fort numérique allié à la GED pour sécuriser notamment les décisions d'urbanisme qui sont signées électroniquement. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que vous avez envisagé cette sécurisation avec un coffre-fort numérique ou pas? Non, D'accord. parce que le document, normalement, il est scellé et Vitam va détecter si l'outil. Enfin, nous, on va avoir dans le connecteur, et Vitam le fait aussi de mémoire, qui va vérifier si le document a été décellé ou pas. Donc, pour moi, ça n'apportera rien de plus. Ça n'aurait pas de. Alors, ça entraîne une autre question qui est que du coup, le passage entre la GED et Vitam se ferait assez rapidement. C'est-à-dire, au bout de à quel moment vous lancez l'archivage dans Vitam pour les dossiers d'urbanisme? Ça va être des choix qu'on va avoir à faire dès qu'on va arriver à avoir notre solution totalement intégrée. Pour l'urbanisme. Pour la compta, par exemple, pour le PES marché, on est en train de réfléchir parce que derrière est quand même de la fluidité en termes d'analyse par les services gestionnaires du stockage, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité actuellement de pouvoir interroger en temps réel le stockage sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Si jamais on archive, est-ce que derrière, ça veut dire que je purge mes données dans mon stockage? Ouais. Parce Oui, qu'elles qu'est-ce que je elles auront garde été comme données déplacées dans dans... les métiers? Ah ben, j'ai, par exemple, en compta, j'ai toutes les pièces des marchés. J'ai toutes les pièces des pièces justificatives de flux paie salé ou paie recette. Tous ces documents de paye mensuels, etc., qui viennent à Et l'appui de mes mandats et de mes titres. dans le monde papier, actuellement, les collègues archivistes de Nice prennent les dossiers d'urbanisme au bout de combien de temps? Est-ce que vous savez répondre à ça? Au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans de mémoire. De D'accord. mémoire au bout de 10 ans, mais on voudrait Ouais. pouvoir modifier ça. Donc il y a un travail qu'on a commencé à lancer en parallèle du lancement de Vitam pour déjà anticiper ces problématiques-là une fois qu'on aura du stockage et de l'archivage. Pour les prendre plus C'est-à-dire tôt, que peut-être. l'idée étant de ne pas leur permettre non plus de disposer de deux documents, un au titre du stockage, un au titre de l'archivage, parce que si jamais ils les communiquent à l'extérieur, lequel est le juste et le bon? Je pense qu'il ne faut pas qu'on démultiplie les pièces. Donc il faudra qu'on dise à un moment donné, bah, cette pièce elle est archivée, vous la demandez dans Vitam. Ou cette pièce n'est pas archivée, elle est disponible dans le Fresco. Mais bon, avec toutes les réserves qu'on a, parce que c'est du stockage, c'est pas de l'archivage. Merci, Ok, merci Olivier. beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres questions ou non? C'est bon ou... Oui, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais je ne veux pas monopoliser Ok, la bon, parole. bah sinon, je vous mettrai en contact vous envoyez... si besoin. Je prendrai le contact avec Merci. Olivier directement. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, moi, en C'est plus, vrai que c'est des Olivier, sujets qui ne nous intéressent pas, Alice, tu vois. Ouais, non, mais en plus, urbanisme, je le sais. La dernière fois qu'on en a parlé, Olivier, c'était la même chose. En plus, moi, j'ai Ah, je plein suis de... pas enfin, bon, mais monomaniaque. Hein. je me réserve moi aussi mes questions un autre jour pour toi, Olivier, parce que alors sur France Relance, si j'ai quand même une vraie question qui peut intéresser tout le monde, c'est l'ITN combien? Est-ce que c'est l'ITN dédié aux collectivités dont tu parlais? C'est-à-dire que pour tout le monde, France Relance avait des axes, des ITN Je pour crois que c'est déposer des celui en dossiers. relation avec les usagers et dans la mesure, on a été choisi dès le départ parce qu'on était mutualisé. Ok, Je crois donc que ça c'est doit le être 2. l'ITN 3, est-ce que ça te parle? Le 2 ou le 3? Bon, parce que nous, sur le 5, Vitam est sur le 5 avec la gestion des données, et dedans, il y a par exemple Vitam accessible en service, la promotion, l'usage dans le sens, voilà, de Vitam accessible en service, et la semaine dernière, on nous disait qu'il restait un peu d'argent, c'est sur l'année 2022, faut l'engager en 2022, même s'il sera consommé entièrement sur 2023, et qu'il y a peut-être encore quelques, voilà, ils ont eu l'impression que l'enveloppe a été coupée par rapport à ce dont ils devaient bénéficier à ce moment-là. Enfin, dès le début, encore, l'État a récupéré un peu d'argent, mais en gros, pour nous, il en restait un petit peu au moins sur l'ITN 5, quoi. ITN 7, nous on est. Nous D'accord, c'est sur c'est le 7, l'ITN ok. 7, volet Bon, données. d'accord. Si certains se posent des Je suis allé questions sur vérifier, je ça, suis sur la et convention. sur le financement qu'il est possible de trouver, parce qu'on sait qu'il y a au moins le département de l'Hérault aussi qui a eu un financement comme ça par France Relance. Il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions. Et puis après, sur les besoins que tu as pu mentionner, alors moi j'ai pris bonne note. Je pourrais en reparler avec toi de la salle de consultation virtuelle, des choses comme ça, ou de l'IHM limité, enfin de l'IHM de démo, comment vous l'utilisez encore. Mais là, ça s'y prête pas. Je vais plutôt laisser la parole à Mehdi qui va en plus, je pense, rebondir sur les questions de flux et de prise en charge des données et de la notion entre stockage et archivage. Je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi à ça dans le contexte de leur projet. Mehdi, tu es là. Oui, Tu je vas pouvoir suis faire un ici. partage d'écran. Toi, si je te donne les droits, ça serait mieux pour que je te donne, que tu puisses, hop, là tu dois pouvoir partager ton écran. C'est fait. Est-ce que ça fonctionne? Mehdi, c'est bon? Alors, Oui, c'est est-ce bon, que on vous... voit ton écran. Très bien. Super. Du coup, ça, il faut que je le... Voilà. Bonjour à tous. Donc, avant de vous détailler comment l'INPI s'est engagé avec Vitam pour construire son SAE, je vais vous présenter très rapidement l'INPI. Alors, excusez-moi. J'essaye de passer à la slide d'après. Excusez-moi. Il n'est pas simple.
Ah non. Hop. Bon. Ah, voilà, C'est bon. excusez-moi. Donc, c'est un établissement créé en 1951, donc établissement public autofinancé et qui est placé sous le ministère de l'économie et des finances. Et ses missions sont donc définies dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc, l'INPI délivre principalement des brevets, des marques, des dessins et modèles et donne accès à l'information sur la propriété industrielle des entreprises. Via notamment la conservation et la diffusion du registre national du commerce et des sociétés. On a ainsi une volumétrie assez conséquente de données que l'on doit conserver. Les formalités d'entreprise, par exemple, c'est jusqu'à 25 000 formalités par jour. Ces volumétries sont associées à des durées de conservation qui peuvent être très longues, voire définitives. Je pense notamment donc aux données du RNCS. Alors après, effectivement, les données liées au titre ont des durées de conservation plus courtes, mais bien sûr, il y a un échantillonnage et on conserve quasiment la totalité des brevets, des dessins et des marques. Du coup, l'archivage, avec ces données-là, l'INPI s'est dit qu'il lui fallait un outil qui lui permette de conserver sur le long terme ces documents et de garantir la valeur probante de ces derniers. Et donc, l'archivage fait partie du COP de l'INPI pour les années 2021-2024. Donc, c'est un projet très important chez nous. Donc là, c'est une rapide chronologie de la dématérialisation. On voit que ça fait presque maintenant bientôt 20 ans que l'INPI a dématérialisé ses procédures. Donc, ça a commencé par les brevets jusqu'à aujourd'hui et le guichet unique, donc ou guichet entreprise, donc cette nouvelle plateforme qui permet aux entreprises de faire l'ensemble de leurs démarches administratives. Et donc, c'est l'INPI qui est en charge d'archiver ces données. Voilà, l'archivage électronique, c'est ancien. Enfin, ancien, oui, ça a commencé en 2013 et même avant. Mais alors avant, peut-on parler d'archivage électronique? Les données étaient conservées sur des coffres-forts sécurisés et sur des CD et DVD, comme vous tous, j'imagine. On en a tous un stock quelque part. Mais c'est réellement en 2013 que l'INPI a décidé de se doter d'un SAE, donc dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique avec la Caisse des dépôts, donc la solution Archidata. Mais en 2019, un audit de la Cour des comptes a précipité notre sortie du GIE et l'acquisition d'un SAE en interne. Et le choix s'est porté fin 2019 sur la solution logicielle Vitam, parce qu'effectivement, cette dernière répond aux objectifs de l'INPI sur la conservation pérenne, l'archivage probatoire, les grandes volumétries, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, et puis aussi parce que c'était un SAE construit par les archivistes, pour les archivistes, et donc qui répond aux principaux besoins, alors même si c'est toujours en cours de développement, mais qui répond quand même aux besoins essentiels de notre métier pour conserver nos données. On est membre du club utilisateur depuis l'année dernière, depuis 2021, cette vague 2021 d'utilisateurs à la solution. Voilà. Alors, qu'est-ce que s'engager avec l'outil SAE? Donc là, je parle vraiment du SAE, pas du programme Vitam, mais du SAE Vitam. C'est avant tout bien comprendre le produit, les atouts et les contraintes en fonction de ses besoins. Je pense notamment à bien comprendre l'ensemble des fonctionnalités techniques et fonctionnelles.
S'engager avec Vitam, c'est aussi avoir un binôme et deux acteurs qui sont pour moi indispensables, la DSI et le service des archives. Mais comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure, sans une implication de la DSI, c'est beaucoup plus complexe pour les archivistes. Voilà, ça nécessite des compétences techniques et une implication et une montée en compétences particulièrement de la DSI. En tout cas, c'est le retour que je peux faire côté INPI. Hein, voilà, c'est un outil technique et il faut trouver les profils. Alors déjà qu'on a du mal à en trouver, mais des profils techniques qui puissent monter en compétences et qui comprennent la technologie de la solution. Mais c'est aussi comprendre les fonctionnalités métiers et leur implémentation dans le SAE par les archivistes. Alors, dans le cadre de l'INPI, alors pour moi, c'était un peu particulier parce que comme je proviens du programme Vitam pour les fonctionnalités métiers, bon, voilà, j'ai pas eu besoin de monter en compétences. Par contre, la seule chose, c'est effectivement expliquer aux techniques certains référentiels métiers. Je pense notamment au contexte applicatif qui sont un référentiel, un outil un peu technique métier et son lien et le lien de ces contextes avec les certificats applicatifs, les profils de sécurité. Voilà, même pour un technique, il faut qu'il arrive à comprendre cet outil un peu métier, en tout cas qui se gère via l'IHM démo. À l'INPI, en fait, le choix de Vitam, c'était aussi et surtout parce que la direction a besoin que les archives soient conservées avec une certaine valeur probante des documents. Donc, actuellement, le SAE est principalement utilisé à cette fin. On ne l'a pas encore ouvert à des usagers. Aucun développement interne n'est envisagé actuellement. On utilise le SAE au regard des limites techniques et fonctionnelles de la version installée. Donc, pour information, nous, on est sur une version R.4, je crois, ou oui, c'est ça, la version 4 de Vitam. Ça a une conséquence de prendre en compte cette version parce que lorsque l'on rédige les spécifications fonctionnelles pour développer des connecteurs entre les flux applicatifs et Vitam, eh bien, faut aussi se limiter dans nos exigences parce que on a la limite technique et fonctionnelle du SAE implanté. À l'INPI, on a besoin d'un archivage au plus près de la création de la donnée. Et c'est vrai que c'est pas toujours compatible avec le SAE. Hein, et je pense notamment aux modifications de métadonnées de gestion et de description en masse unitaire, qui par exemple n'est disponible qu'à partir de la V5 de Vitam. Et voilà, donc c'est des petites contraintes qui font qu'actuellement, on peut pas tout faire non plus avec le SAE tel qu'il est installé chez nous. Donc il a été implémenté en 2021, en janvier 2021, et donc on a 2 sites de stockage avec deux offres et une offre de type S3. Et on utilise l'IHM Démo pour administrer et utiliser le SAE, donc l'IHM Démo, pas encore Vitam UI, j'espère bientôt. Mais voilà, comme je maîtrise cette IHM, c'est même plus simple pour moi, je crois, actuellement, que Vitam UI. Mais voilà, ça a ses limites. Je pense notamment pour l'élimination où on est contraint par le panier et la limite du panier. Actuellement, on a 2 flux applicatifs en production, le dépôt des brevets et le dépôt des renouvellements de marque. C'est environ une centaine de brevets par jour et 200 renouvellements de marque par jour. On a également un flux manuel. Ouais, c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à avoir un flux manuel, mais voilà, c'est 2 fichiers PDF associés à 4 métadonnées une fois par mois. Hein, c'est le bulletin officiel de la propriété industrielle. Donc, bon, voilà, c'est pas d'actualité. En tout cas, c'est pas une priorité de créer un flux automatisé pour les BOPI.
On a également 320 gigas de données conservées aujourd'hui, avec notamment la reprise des données qu'on avait sur des coffres forts. Et puis, actuellement, on va essayer on doit récupérer 40 téraoctets de données qui étaient dans notre précédent SAE. Donc ça, c'est la principale activité, je pense, de Vitam ces prochains mois, qui va tourner, je pense, 24 heures sur 24 pour récupérer l'ensemble de l'autre SAE. Voilà, et on développe à chaque fois systématiquement un connecteur propre à chaque flux. Donc voilà, qui doit prendre en compte également ce connecteur, les spécificités de la version de Vitam implémentée. S'engager avec Vitam, pour le coup, donc là, c'était fini avec la partie, je m'engage avec le SAE en tant que tel. S'engager avec Vitam, c'est aussi s'engager au sein d'une communauté, comme l'a rappelé tout à l'heure Alice. Donc nous, on participe et on suit les évolutions du produit au travers les réunions du club utilisateur, de groupes de travail, de réflexion, et puis quelqu'un côté technique qui participe au bilat technique. Actuellement, nous, on ne fait pas de contribution aux évolutions techniques et fonctionnelles de la solution. C'est vrai que là, on est actuellement plutôt dans le projet de connecter les différentes applications métiers à Vitam, et donc on se contente d'utiliser le SAE tel quel, quoi. S'engager au sein d'une communauté, c'est aussi partager les difficultés techniques et fonctionnelles et leur résolution. Je sais que mon administrateur technique du SAE utilise parfois Tulip ou Osmose pour pouvoir échanger avec des profils techniques. Et je pense que ça l'a aussi un peu aidé, notamment sur certains sujets. Voilà. Et puis nous, côté archiviste, Osmose, ou la plupart du temps. Et puis, c'est aussi partager ses retours d'expérience, comme je peux le faire là lors de ce webinaire, ou encore lors des clubs utilisateurs ou de formation à l'AF, par exemple, récemment. Et voilà, j'ai terminé. Merci à tous. Merci Mélie. Est-ce que certains ont des questions sur ce projet de l'INPI qui a été très vite, puisqu'on a eu les premiers contacts fin 2019 en effet, et pour une mise en production à l'été 2021, c'est ça, Mélie ? Absolument, absolument. Ouais. Absolument. Et c'est voilà, un des retours d'expérience que je peux partager, hein, c'est effectivement que c'est long. Et c'est quelque chose qu'il faut bien faire prendre conscience à vos directeurs, votre direction, votre hiérarchie. C'est que en fait, c'est un projet long. Et ça, c'est voilà. On a mis un an quasiment pour faire un premier connecteur. Voilà. Oui, parce que vous, votre choix, et c'est là où c'est aussi intéressant comme modèle, c'est que tout à l'heure pour Nice, c'était un effet un petit peu passer par Alfresco pour avoir cette notion d'entonnoir de connexion vers Vitam. Donc les documents seraient reçus dans Alfresco, si j'ai bien compris, hein, Olivier, reçus dans Alfresco pour après les connecter, enfin les associer, les transférer vers Vitam, alors que l'idée de l'INPI, ça a été de développer un connecteur par flux et donc une relation directe entre l'éditeur de chaque et celui qui s'occupe de chaque flux et Vitam pour que vers chaque flux pousse vers Vitam les données à archiver, quoi. Donc un choix un petit peu différent de ce qui peut être fait dans d'autres endroits. C'est bien ça, hein, Mehdi ? Absolument. Alors après, on développe un connecteur par flux applicatif, mais dans ce connecteur, on a toujours un cœur commun et qui est utilisé pour toutes les applications. Après, effectivement, on crée des services un peu spécifiques à chaque application, puisque le modèle de données est différent d'une application à une autre. Mais oui, c'est un dialogue directement entre l'application versante et Vitam. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez... Moi, je me permets juste d'intervenir. Effectivement, oui, c'est bien ça. Mais ça peut se justifier aussi côté NPI parce que il y a derrière des contestations possibles et ça permet de relier directement la production à l'archivage stockage. C'est pour ça.
Oui, Il tu y a le des vois choix dans un qui peuvent être contexte, tout stratégiquement à fait. faits. Ouais. Oui, Moi, c'est ma formation de juriste à la base, c'est pour ça. d'accord. Non, mais alors ça, c'est vraiment intéressant parce que pour l'instant, j'avais peu d'arguments dans ce côté flux par flux et non effet entonnoir. Ok, donc ça permet de garantir plus facilement là où il Voilà. faudrait argumenter sur l'effet entonnoir et le passage dans cet entonnoir un petit Voilà. peu général. L'effet entonnoir, c'est pour faciliter les maintenances des sites Ouais. techniques, informatiques. J'ai un seul connecteur, c'est plus facile à maintenir, entretenir, mettre à jour en fonction des versions. Je le fais une fois. Alors que dans le cas de Mehdi, ça se comprend parfaitement d'un point de vue de la sécurité juridique, de ma connaissance historique de tel ou tel dossier qui est produit et qui doit me permettre la protection de la propriété intellectuelle. C'est justement pouvoir en justifier, pouvoir conserver son historisation, éventuellement son évolution, et là, Vitam, pour ça, il est parfait. Donc, le choix de faire la liaison directe applicatif métier vers Vitam, elle se comprend juridiquement là, parfaitement. Il l'a bien montré, je pense. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions vers Mehdi avant qu'on ne passe à la CNAM et à Gaël? Non? Bon, bah, Gaël, merci beaucoup Mehdi. Gaël, je te laisse prendre la suite. Oui, pas de problème. Alors, je vais aussi te passer en présentateur. Hop, c'est fait. Ok, alors, partager. Non. Vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore? Attends, parce que je sais pas si j'ai cliqué au bon endroit. Qu'est-ce qui... Si besoin, je l'ai. Hein. Donc sinon, sauf si tu as modifié récemment. Ça va aller? Ah, ça a l'air d'être bon là. Bon. Ouais. Ok. Maintenant. Alors, on n'a pas encore le sujet. Ouais, très bien. C'est bon? Je coupe mon micro et ma caméra. À tout de suite. Il y en a de partout. Ok, bah donc bon, rebonjour à tous. Voilà, moi je vais vous parler un peu de la vision, en tout cas de la CNAM, donc de l'assurance maladie, sur l'engagement avec Vitam pour construire son SAE. Pour commencer, alors attendez, on va essayer de m'appeler. Non, pour commencer, je voulais simplement vous présenter un peu le contexte historique de notre service d'archivage électronique à la CNAM. Effectivement, on a démarré l'histoire du SAE en 2013-2014 sur un logiciel soumis à licence de Documentum Open Text de société, voilà, avec une mise en œuvre sur les 2 premières années 2013-2014 et avec depuis 2015 des versements de documents et d'archivage de documents dans cette solution-là, qui continue d'ailleurs, voilà, on continue de verser, hein, c'est notre solution actuelle. Qui doit être décommissionnée dans les années à venir et remplacée par notre solution qui repose donc sur Vitam. Le choix de Vitam, il s'est fait effectivement au cours de l'année 2019 avec effectivement un POC, un Proof of Concept pour surtout valider l'intégration de Vitam dans les infrastructures des sites de la CNAM, avec à l'époque aussi des tirs de performance pour essayer de juger et d'évaluer la tenue en charge et l'éventuelle scalabilité de la solution. Voilà, on a abouti à une décision via une comitologie interne de valider ce choix de Vitam à fin 2019 pour lancer les travaux justement d'intégration et de fabrication de Vitam dans notre récit. Donc dans ce cadre-là, suite à ça, entre 2020 et 2021, voilà, on a réalisé toute cette phase de cadrage et d'intégration de Vitam. Voilà, ce qu'il faut retenir, ce qu'on en retient, c'est que c'est quand même, on a mis entre le début d'année 2020 et là, ce qu'on a appelé la primo-installation sur nos infrastructures de production. Celle-ci s'est réalisée quasiment fin août, début septembre 2021. Donc plus de 18 mois, un peu plus de 18 mois entre le début, on va dire, du cadrage et de la première installation en production. On parle de première installation parce que les flux, l'ouverture du service avec les premiers documents archivés sont arrivés fin 2021.
Voilà, pour information, en termes de dimensionnement d'infrastructure sur notre environnement de production, de notre côté, on parle de 120 machines virtuelles, là, 120 VM. On a une installation, une topologie d'installation avec 2 sites au sens Vitam, un site primaire et un site secondaire sur nos deux data centers. Et on a fait le choix sur nos sites primaires même de le redonder dans 2 salles différentes, 2 salles physiques de nos data centers pour se prémunir d'une panne majeure sur une de nos 2 salles. Ça vient d'un historique d'il y a quelques années où on a eu des soucis sur une alimentation électrique d'une de nos 2 salles. Du coup, depuis, on essaye de se prémunir de ça de manière plus anticipée, plus efficace. Donc ça représente effectivement un nombre d'infrastructures et de VM, de serveurs virtuels très important. Voilà, c'était un des plus gros besoins, même au niveau de la DSI de la CNAM. Mais c'est aussi pour couvrir des volumes de documents archivés, à la fois par le nombre des documents et par la taille au final en téraoctets, très important. Nos principaux on va dire client qui va archiver représente à terme plus de 300 millions de pages et on estime à plus de 300 Tera la volumétrie cible juste pour un de nos clients, enfin, un des services métiers qui aura besoin de l'archivage. Donc depuis l'ouverture de service de décembre et à fin mai, là, on a déjà archivé environ un peu plus de 8 millions de fichiers, ce qui représente aujourd'hui un peu plus déjà de 4 Tera de stockage pour 5 mois et demi d'activité. Voilà, pour ce client, notre plus gros client, mais qui aujourd'hui se résume, c'est un archivage d'une partie, un archivage partiel en termes de volume, des fiches de soins papier, des avis d'arrêt de travail papier, donc qui existent encore aujourd'hui et qui sont je dis partiels parce que ça concerne seulement une partie des caisses primaires et pas la centaine aujourd'hui de caisses primaires. On va déployer au fur et à mesure la solution. Mais voilà, ça représente, je crois, une vingtaine de caisses environ qui aujourd'hui envoient ça de manière centralisée à 2 caisses qui les scannent et c'est une chaîne automatisée de la numérisation jusqu'à l'archivage. Voilà, donc c'est tout traité de manière automatisée. Les papiers, les feuilles de soins ou avis d'arrêt de travail sont scannés, envoyés automatiquement à notre SI. Il y a une partie qui va en GED et une partie qui va dans le système d'archivage Vitam. Voilà pour le contexte. N'hésitez pas si vous avez des questions. En précision aussi, ou juste parce que ça a été mentionné aussi, on a actuellement nos durées de conservation là sur ces documents qu'on archive, c'est entre 33 mois et 75 ans. 75 ans, ça correspond, on va dire, c'est ce qui est imposé au niveau de documents qu'on doit conserver, la durée de vie de l'assuré. Donc, durée de vie de l'assuré, on part sur 75 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre vision, on va dire, de l'engagement avec Vitam, elle se représente un peu de notre point de vue par différentes étapes, ou en tout cas différents niveaux de maturité, qui va on va dire, de la consommation du produit jusqu'à la contribution. Voilà, donc qui passe par, de notre point de vue, différentes phases. Alors après, là, on les a nommés aux différents niveaux, animation ou participation, ça pourrait être partage et participation. Voilà, on va dire qui peuvent s'appliquer, en tout cas de notre point de vue, à tout engagement avec une solution open source, hein, pas forcément lié uniquement à Vitam, mais voilà, on a forcément démarré, en tout cas le début de notre intégration par étant simple consommateur, en réalisant une intégration, en sollicitant du support de l'équipe produit, donc dans ce cas-là Vitam. Voilà, forcément depuis on va évoluer vers une présence plus active et animation de certains ateliers, en tout cas par du partage de REX. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les différents acteurs du club utilisateur, il y a effectivement, je pense qu'on est nombreux à effectivement avoir besoin de rechercher des partages d'expériences auprès d'autres utilisateurs, que ce soit autour de l'intégration du produit, hein, l'intégration des différentes versions, les montées de versions, mais aussi, et ça arrive de plus en plus, avec de plus en plus d'utilisateurs de Vitam qui se retrouvent en production, des règles sur la production, sur l'exploitabilité de la solution, sur le dimensionnement, tout ça. Donc là-dessus, effectivement, nous, du fait de nos volumétries et de notre automatisation de la chaîne, on se rend compte aussi qu'on va avoir, je pense,
pas mal de retours d'expérience à amener là-dessus sur comment on arrive à exploiter de manière de plus automatisée possible cette solution, et surtout avec les volumes, les traitements aussi en cas de reprise, en cas d'erreur, de choses comme ça. Donc voilà, on est aussi preneur de Rex, mais on se dit qu'on va, voilà, là-dessus, on souhaite aussi partager ça, parce que tout le monde n'a pas forcément ces volumes-là, et aussi ça peut rassurer. Nous aussi, on est à la recherche aussi de réassurance, même auprès de Vitam, et sur la tenue en charge et les limites qui sont affichées aujourd'hui, qui sont affichées, les limites théoriques même du milliard d'objets. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Alice, c'est de la théorie, et on sait que nous, on va y arriver dans quelques années. Donc, on a clairement la volonté de s'appuyer sur la communauté et sur les différents acteurs pour se rassurer autour de ça, et collectivement. Ensuite, le niveau de participation là qu'on voit, c'est effectivement, c'est pas encore tout à fait de la contribution en venant fabriquer, mais c'est effectivement d'essayer de reverser des travaux autour de Vitam. On parle ce Vitam, c'est le cœur, et c'est effectivement toute la partie back-office, mais autour de ça et par toute sa stack technique, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être reversés, ce qu'on appelle autour du socle. Effectivement, ça va être ce qu'on appelle les playbooks Ansible, qui est la solution pour gérer le déploiement de Vitam, voilà, mais qui peuvent aussi, c'est des scripts, on va dire, pour automatiser certaines actions, mais de déploiement, mais aussi d'exploitation. Il y a aussi des solutions comme Kibana aujourd'hui qui viennent avec des dashboards, des tableaux de bord pour avoir des graphiques et autres. Donc là-dessus, voilà, nous on s'interdit pas, et on souhaite reverser des choses, en tout cas qu'on a pu faire développer par notre intégrateur. Et enfin, on va dire l'étape finale, c'est effectivement de contribuer, de réussir à, on a amené, voilà, de faire augmenter la vélocité ou la capacité de fabrication de l'équipe produit. On a pu le voir dans la présentation d'Alice et même des précédents. Il va falloir qu'on trouve le moyen. Est-ce que c'est une participation financière? Est-ce que c'est de la mise à disposition de développeurs? Enfin voilà, faut qu'on trouve encore le montage, mais on a une vraie volonté de s'inscrire dans une démarche de contribution. Voilà. Mais effectivement, tous ces éléments et toute cette, on va dire, ce gain de maturité, pour nous, on le voit aussi, un des éléments importants, ce que je n'ai pas cité là, de la participation à la co-construction de la roadmap du produit. Si on veut on a bien conscience qu'il faut qu'on s'implique d'une manière ou d'une autre pour pouvoir voilà, co-construire, influencer et peser sur la construction de la roadmap future, et pas avoir de développement spécifique à faire. Un de nos objectifs est de rester vraiment le plus proche du produit, du cœur produit, et pas de faire de développement spécifique, en tout cas au niveau du socle, autour du produit, oui, mais pas au niveau du socle Vitam, quoi. Donc là, voilà, pour coller un peu notre projection, notre vision, ça c'est la vision théorique et la projection. Aujourd'hui, voilà, comme je disais, la phase de consommation, on l'a passé entre 2020 et 2021, on a intégré le produit. Depuis notre ouverture de service, et même sur la fin d'année, et là sur ce premier semestre, on essaye effectivement de partager. On a pu partager en début d'année même des données, des statistiques sur le comportement de notre production, de comment des premières tenues en charge. Voilà, on a fait dans notre phase d'intégration plusieurs phases de tir de performance qu'on pourrait aussi, je pense, partager à la communauté les rapports de ces tirs de performance. Voilà, après qui collent à nos scénarios, et notre modélisation des fameux SIP, là, des fameux packages pour déverser les archives. Mais en tout cas, voilà, ça peut donner des informations. On espère, un de nos objectifs, c'est que là, courant 2022, c'est qu'on réalise, on reverse en tout cas des produits, en tout cas on partage, on met entre les mains de l'équipe produit Vitam comme je disais, des travaux qu'on a pu mener, et des choses qu'on a pu faire développer autour de scripts Ansible pour nous permettre d'automatiser l'exploitation, qui sont tout simplement, pour ceux en tout cas qui peuvent jouer avec Vitam ou qui connaissent Vitam, lister les opérations qui sont en pause, relancer un script qui permet de relancer toutes les opérations dans un certain statut, les arrêter. Voilà, nous on a essayé de développer par exemple des scripts autour de tout ça pour pas avoir à passer de manière unitaire via cet IHM démo pour cliquer, pour relancer une opération. Et même après 6 mois de production, ça nous confirme qu'on a bien fait d'automatiser ça, parce que depuis en 6 mois, on a eu quelques incidents qui ne sont pas forcément liés à Vitam, mais des incidents en réseau ou autres qui ont perturbé
les versements, et à un moment, on s'était retrouvé avec 600 ou 700 opérations à devoir relancer. Bah là, effectivement, nos exploitants n'étaient pas très chauds pour cliquer 700 fois à la main sur les HM démo, donc ils étaient bien contents d'avoir un outil, une commande à lancer pour relancer tout ça, quoi. Donc voilà. Et effectivement, pour l'année, enfin pour 2023 et le futur, et effectivement notre cible, hein, est de pouvoir contribuer en venant bah, voilà, augmenter cette vélocité de l'équipe produit Vitam. Il faut juste qu'on cale, on va dire, le comment et d'un point de vue plus contractuel, enfin, quel marché, quel montage on va faire pour participer, mais on a clairement la volonté de vouloir contribuer de manière vraiment active au produit. Par contre, là, on va dire tout ça, c'est dans une volonté et peut-être un peu une utopie, mais pour ça demande à la fois beaucoup de moyens pour être à la fois pertinent dans la construction de la roadmap, dans la remontée des besoins. Il faut, et même pour avoir partager des vrais retours d'expérience, un des premiers points pour nous, il est de suivre les montées de version régulières du produit, du produit, on peut enlever le S, mais voilà, on voit ça, il y a des versions des releases de Vitam qui sortent à peu près, on va dire, tous les 6 mois, c'est ça, il y en a 2 par an, entre la release candidate de fin d'année et la V5 là, de ce printemps. Voilà, nous, côté CNAM, on a une contrainte, mais qu'on trouve peut-être chez d'autres, hein, sûrement, c'est un cycle, en tout cas, de recettes assez long, parce on reste une grosse institution avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de gens doivent tamponner et tester voilà, donc ça prend assez long. Là, mais on a quand même une ambition aussi d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on fait. C'est l'intégration de produits. C'est pas une chose qu'on fait beaucoup encore à la CNAM, où on intègre des produits tels quels. On fait beaucoup de développement spécifique. Mais voilà, dans ce cadre-là, on va essayer de suivre les montées de version de manière le plus régulière possible pour être, on va dire, le plus à la page en termes de version et voilà, y profiter à la fois des ajouts fonctionnels et surtout techniques et sécurité. On l'a vécu avec Log4j depuis le mois de décembre. Clairement, c'est un vrai enjeu. Donc voilà, un des autres axes et moyens, c'est aussi c'est de maîtriser le périmètre métier. Alors, notre volonté n'est pas d'être expert et d'être archiviste, hein, en tout cas la DSI, mais d'avoir quand même une maîtrise du périmètre métier, des concepts, du vocabulaire, de tout ce qui tourne quand même autour du CEDA, de ces opérations d'élimination, de tout ça pour bien comprendre quand même les tenants et aboutissants du produit et pour être le plus pertinent possible. Un axe aussi est que, comme certains l'ont dit aussi, c'est effectivement un produit qui est riche et complexe, hein, à la fois par sa mise en œuvre et par toute la stack, toutes les stacks logiciels sur lesquels il repose, hein. Donc voilà, qu'on peut citer, que ce soit MongoDB, même Consul, maintenant Prometheus, c'est plein de produits open source, mais qui sont reconnus dans leur milieu, mais voilà, qui demandent assez vaste avec aussi Ansible pour le déploiement. C'est des technologies qui, en tout cas chez nous, sont pas forcément au catalogue et sont pas forcément, on va dire, supportées nativement par la DSI. Donc ça demande de former les différents acteurs, hein, que ce soit les personnes chez nous, même côté intégrateur et jusqu'aux exploitants pour utiliser ces outils. Mais voilà, tout ça au final, tous ces moyens ou ces souhaits, ils représentent finalement de l'investissement dans la communauté Vitam au sens large, hein, et de l'investissement principalement de temps, mais aussi de temps et d'une manière ou d'une autre, ce sera de l'argent. Mais c'est surtout de l'investissement de temps et on se refuse, j'allais dire, à voir l'open source comme simplement une économie de coût de licence, hein. On va dire cette économie de coût de licence, il doit se transformer en investissement de temps à tous les niveaux pour pouvoir prétendre à une vraie réussite et une vraie contribution derrière de ce produit. Et que ce soit, comme je disais, que ce soit ce produit-là ou un autre, voilà. Ça passe par ça, de notre point de vue. Mais là-dessus, je pense qu'on révolutionne pas trop la vision. Voilà pour moi. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. J'ai pas vu les questions. Bonjour. Merci Gaël. Ouais. Alors, mais oui, je suis pas allée en bas, excusez-moi. Hop.
Ah oui, alors ce qui fait que j'avais même pas vu les autres questions. Bon, on va pouvoir y répondre maintenant. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, si je reprends les questions, scripts d'automatisation réalisés ne sont pas intégrés dans Vitam. C'est en projet, si je comprends bien. Alors, ça dépend quel script d'automatisation, je pense. Là, le cas Ouais. était particulier pour vous, c'est ça? Oui, là, les scripts que je parlais, c'est effectivement voilà, pour automatiser des rejeux, des reprises d'opérations ou annuler complètement des opérations qui peuvent être faites unitairement via l'IHMDemo aujourd'hui et sûrement via Vitam UI. On n'a pas encore intégré. Mais voilà, aujourd'hui, nous, c'est aussi du coup tout ce qui est faisable via l'IHMDemo. L'IHMDemo s'appuie sur les API de Vitam. Donc, si c'est des API, des services web, on peut les appeler automatiquement, enfin, on peut les appeler via un script ou autre. Donc, voilà, aujourd'hui, il y avait par exemple simplement un moyen pour lister, un script pour lister ou relancer des opérations. C'est pas fourni, il n'y a pas de playbook aujourd'hui fourni nativement par Vitam, parce que les API sont disponibles. Voilà, nous, on a dans notre cas fait développer ces scripts-là, et par exemple, c'est ces scripts-là qu'on a déjà évoqué avec Vitam, de dire lors d'une multilatérale, en disant il faut au moins qu'on les partage. Après, à Vitam de faire le choix de les inclure, on va dire, dans le produit ou de les mettre à côté via des outils, mais en tout cas de les partager, parce que voilà, nous, on pense que Des c'est add-ons, comme on a pu faire avec les greffons, par exemple. Enfin, c'est pas les mêmes sujets, mais c'est oui, rajouter voilà, au sein de cette communauté un nombre d'outils qui ça peut être pourraient. un packaging d'outils voilà, Tout à à fait. côté du cœur, parce qu'on le voit clairement, c'est clairement à côté du cœur. C'est Oui, quasiment un script client qui vient utiliser voilà, des services, des API, des services REST qui sont offerts tout à fait. par Vitam, mais ça fait une bonne base de départ. Et voilà, peut-être que même dans Et la autant version. faire bénéficier tout le monde, en effet, quand vous développez quelque chose, c'est un peu l'idée, oui, que s'il y a un besoin quelque part, il pourrait être ailleurs et que autant essayer de le faire générique et de le mettre à disposition avec Ouais, un voilà. maintien minimum si possible. Ouais. Sur la question sur les feuilles de soins, Oui, alors normalement on respecte la norme NFZ 46, mais alors 42 pardon, mais est-ce que c'est la 42026? Je sais pas exactement. Moi, j'allais dire, je suis en charge du SAE en bout de chaîne, mais je pense quand même que c'est une numérisation qui est quand même relativement, enfin, fidèle et fiable. Voilà, il y a tout un calcul d'empreinte et compagnie. Donc, à mon sens, je pense que c'est quand même conforme à la norme, mais ce sera confirmé. sais-tu si elles sont éliminées après détruites? Oui. Oui. Bon, bah, il y a de Oui, grandes sauf chances que pour qu'elles le voilà, ouais, soient, aujourd'hui, pour que le process soit. ouais, notre durée la plus courte est 33 mois. Donc aujourd'hui, sur cette élimination, aujourd'hui, on n'a pas encore prévu d'automatiser aujourd'hui. On a justement un script qui peut être lancé, mais aujourd'hui, on n'a pas prévu de le faire tourner en automatique. Ça viendra d'ici les 33 mois, voilà, parce que vu les volumes, on a convenu avec notre MOA, enfin voilà, et on est en train de discuter, notre MOA discute aussi avec les archives de France. Vu les volumes, on va pas pouvoir demander à un être humain de valider chaque élimination. Parce Ça, que c'est sûr. voilà. Donc on est en train de valider que tout le monde est bien d'accord, hein, des archives de Ouais. France jusqu'à la MOA et autres, pour pouvoir, on va dire, valider de manière, enfin, éliminer de manière automatique une fois la date de la Oui. DUA atteinte. Oui, et que ça soit même géré par anticipation une fois que vous avez apporté toutes les garanties, enfin dans le sens où la typologie est mentionnée, on apporte Ouais, une bah, garantie. les documents et leurs règles de conservation, les DEA ont été validés avec le SIAF. Voilà, donc ça vient pas ça vient pas de nous, Ouais. en tout cas des DSI, voilà, mais et le sort final aussi qui est aujourd'hui à Destroy. Après, il y a une volonté normalement d'en garder aussi une partie des archives de France pour l'archivage définitif, mais a priori ce sera un échantillon. Donc là, il y a des discussions, voilà, pareil, vu les volumes, l'échantillon, comment on le gère, quoi. Enfin, est-ce que c'est nous qui de temps en temps on leur sort un échantillon ou on leur donne tout et ils en gardent un échantillon? Enfin voilà, il y a des discussions là-dessus, mais plus autour de, je pense, de l'archivage définitif, j'allais dire à mon sens, pour garder une trace d'une feuille de soins papier, de qu'est-ce qu'était une feuille de soins papier en 2022, pour voilà, en termes d'archives, pour le devoir de mémoire pour dans, dans plusieurs dizaines d'années. Voilà. Ça, c'est D'accord. un échantillon peut suffire, mais c'est en discussion.
Merci. Alors, il y a deux questions. Il y a une sur les prototypes, enfin, la partie salle de lecture virtuelle, je reviendrai dessus. Et sinon, une question sur les outils tiers qui interagissent avec Vitam. Comment sont gérés, communiqués les changements non rétrocompatibles qui pourraient arriver dans des futures versions de Vitam? Alors, je sais pas, enfin, je suis pas sûre de répondre complètement. Je pense que je pourrais avoir l'aide d'Olivier, Mehdi et Gaël là-dessus. Globalement, tous les dialogues avec des outils tiers, je dirais, enfin, tous les dialogues vers l'extérieur se passent par API REST et nous, on informe à chaque nouvelle version de Vitam des modifications d'API qui permettent d'avoir après, de se répercuter si nécessaire sur les appels API qui sont faits entre un outil extérieur et Vitam. Mais je suis pas sûre de répondre complètement à votre question si elle est très technique et ce qui n'est pas mon périmètre. Je fais appel aux autres personnes présentes. Il y a d'autres éléments à apporter ou si vous voyez la question autrement, posée autrement. De mon côté, je vois pas trop. Enfin, nous, le choix qu'on avait fait de passer, d'avoir justement une seule interface Alfresco Vitam est aussi un moyen de limiter la casse côté connecteur Vitam. Mais c'est un choix, voilà. Si on était sur du mono-activité avec du volume type CPAM, enfin voilà, CNAM, pardon, c'est vrai que le choix n'aurait pas été le même. D'accord. D'évidence. Est-ce que Pierre veut préciser sa question, sinon, ou prendre la parole pour expliquer son cas, ou avec un exemple précis s'il y en a un? Non, ouais, nous repréciser la question. Voilà les éléments que je pouvais apporter. Mais en effet, le côté ouais. rétrocompatible et enfin que ce soit des API ou autre, c'est un des éléments. Mais après, voilà, je te rejoins Alice comme dans les release notes, s'il y a des modifications ou des API qui sont plus supportées, c'est précisé. Bon, là, nous, on a eu le cas récemment sur une évolution fonctionnelle, voilà, qui est avec, on peut, enfin voilà, après ça se discute, hein, l'histoire de la rétrocompatibilité ou autre. Là, c'est une évolution fonctionnelle qui fait que pour un même jeu de données, on n'a pas forcément le même comportement. Mais voilà, ce que ça met quand même bien en avant, c'est que je pense que c'est pas typique à Vitam, hein, et c'est pas typique à l'open source. Hein. Dans le cadre de montée de version d'un produit, des tests de non-régression sont quand même très très importants, mais voilà, et parce que voilà, puis il y a encore il y a ce que l'éditeur, hein, qu'il soit open source ou pas, identifie aussi comme modif et comme effet de bord, et puis là après la réalité du terrain, quoi. Tout à fait. Ce qui fait que à chaque version maintenant, alors de plus en plus, hein, j'ai vu l'évolution moi depuis 2019 où je suis là, où on est de plus en plus attentif à chaque livraison de nouvelles versions, de signaler encore plus qu'avant, et on sait qu'on a un point d'amélioration. Hein, la question que la CNAM nous a posée il y a quelques jours là-dessus nous le prouve, pour signaler fortement quand il y a une modification ou du point d'API ou du modèle de données d'autant plus. Et ça, on essaye vraiment, nous, de limiter au maximum quand on fait une évolution, d'aboutir à ça, parce qu'on sait à quel point ça peut être difficile après pour les équipes en interne, et que faire réintervenir une équipe d'intégration ou de développement dessus, c'est pas l'idée, quoi. Ah non, ouais, clairement, ouais. Après, enfin, ouais, comme je dis, moi, je pense que c'est pas typique à Vitam ou à de l'open source, hein, ça peut arriver. Maintenant, ouais, clairement, ouais, là, dans notre cas, ça va pas être transparent d'un point de vue planning. Hein. On a fait le deuil depuis la semaine dernière de pouvoir arriver en production avec la V5 RC1 avant mi-juillet, avant notre gel. Voilà, maintenant, c'est les aléas, enfin pour moi, c'est les aléas d'intégration de produits, et voilà, et les montées de version, bah, ça fait partie du jeu. Il faut aussi s'outiller justement, même pour automatiser le plus possible les tests et pour pouvoir aller plus vite, enfin voilà, détecter au mieux d'éventuelles régressions ou effets de bord, quoi, qui malgré tout ne sont pas forcément, enfin sont des fois pas toujours identifiés même par l'éditeur, hein, et on travaille avec des éditeurs sous licence, et c'est pas, voilà, c'est pas non plus un gage de c'est pas un On a gage beau faire tous les tests de non-régression possibles parfois. C'est pas parce qu'on paye une licence qu'on n'aura pas de compatibilité, de régression, et voilà, ça, faut pas, en tout cas, juste pour aller dans ton sens, effectivement, moi je suis assez d'accord. C'est quelque chose que les utilisateurs ne comprennent pas.
Je comprends pas, ça marchait mieux avant. Bah oui, mais c'est comme quand on met une app sur un iPhone ou sur un Android, bah oui, on met à jour l'iPhone, bah faut mettre à jour aussi les apps qui vont avec, quoi. C'est un peu la même logique. On est rentré dans cette logique-là côté éditeur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que parfois, on a aussi des solutions qui proviennent de l'État, qui sont encapsulées dans des produits, qui sont mises à jour. L'éditeur n'est pas forcément au courant ou se met pas à jour suffisamment à temps, et ça nous bloque. On a le cas sur du PES. Les structures du PES, pour nous, c'est les premiers flux qu'on embarque dans Vitam. Bah, elles peuvent changer. Elles ont changé en mars 2022. Bah, il y a peut-être une lettre qui a bougé, et du coup, ça nous met en vrac les informations qu'on doit venir récupérer sur la balise ID, PCE, etc. Parce qu'elle s'appelle maintenant ID_PCE. Enfin, voilà, ce genre de truc. Mais ça, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc, ça montre l'importance, par contre, effectivement, des release notes, de la part encore une fois, de l'éditeur, Ouais. qu'il soit open source ou pas, pour identifier les gaps entre les versions, mais c'est rien de les identifier. Après, il faut aussi, et ça rend ce que je disais, quand même former, à la fois aux technologies, aux métiers, pour que nous quand on lit ça, nous, les intégrateurs ou autres, ben, ça fasse le lien, quoi. Et ça fasse le lien, et qu'on ait conscience aussi. Là, le problème, c'est que nous, pour détecter le cas là qu'on a remonté la semaine dernière, on doit être aussi assez proche de nos clients qui versent. Et nos clients qui versent aujourd'hui, moi, ils sont pas gérés par moi et dans mes équipes, ils sont gérés par d'autres. Donc, ça veut même dire qu'il faut presque que, en tant qu'intégrateur du produit, il faut qu'on sache comment nos clients nous appellent pour savoir si ça va poser des problèmes, les évolutions. Donc, voilà, ça montre aussi qu'il faut, il faut une certaine proximité entre, on va dire, le client et le SAE, quoi, pour bien identifier. Merci beaucoup. Et puis donc, pour revenir sur la question que Aude Guillon posait, donc on a un petit peu abordé sur le projet de salle de lecture virtuelle, en particulier avec le besoin de visualiseurs pour les vidéos et photos dont il a été question et qui est un enjeu partagé. Alors, je vais vous donner un petit peu le point de vue de Vitam sur le sujet. Ça s'apparente, selon nous, ça peut être du périmètre du SAE ou pas. Et pour l'instant, nous, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un besoin priorisé par les porteurs de Vitam, puisque en particulier la partie visualisation, embarquer un visualiseur pour tous les types de formats, alors même que nous, ce qu'on promeut, c'est le fait de ne pas avoir d'exigence de format à l'entrée et d'être assez... d'être ouvert à tout type de format rend les choses très compliquées. Alors évidemment, on pourrait prendre des visualiseurs pour les formats les plus courants de vidéos, de photos ou de sons. Mais ça rend, dès qu'on a une nouvelle justement montée de version de ces formats-là ou des choses comme ça rend les choses très compliquées pour embarquer ces outils de visualisation. Donc pour l'instant, c'est plutôt de se dire, ça serait porté par l'extérieur, ça serait sans doute l'idéal. Là, on peut sans problème télécharger la donnée dans Vitam UI, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà. Après, par rapport à ce que Adamant propose maintenant, donc Adamant en tant que projet de système d'archivage électronique est fini, ça s'est intégré au SIA global qu'ils appellent donc SIA V3 des Archives nationales, et Adamant est devenu le nom de leur prototype de diffusion, qui est donc actuellement en appel à commentaires depuis début janvier, je crois, qui contient quelques documents avec une énorme difficulté qui est celle d'un prototype de diffusion ouvert largement vers les citoyens, et qu'un document peut être communicable et ou diffusable, et que ce n'est pas la même chose, et que donc il devient parfois très difficile de gérer ça, et également les métadonnées associées qui peuvent être de la même manière soumises à des droits par rapport à la communication-diffusion. Donc on arrive à des choses qui sont quasiment surtout juridiques, et puis après sur de la volumétrie aussi, parce qu'on estime, et là aussi des types de formats. Donc pour l'instant, on sait qu'on a des utilisateurs qui ont une vision à 4 ou 5 ans de portail citoyen, et que ça serait peut-être plutôt porté par, en gros, en sortie de Vitam, un appel à un outil extérieur. Ou à minima porté dans Vitam pour les formats les plus
peut-être, ça sera à discuter, à prioriser, et à estimer. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le cas du tout. L'idée est plutôt de dire bon bah voilà, on a la possibilité de faire un paquet d'archives en sortie, un DIP, et que ce DIP est mis à disposition de tous. Après, sur la notion de service aux agents, par exemple en communication administrative, ben là, on peut aussi avoir des profils d'utilisateurs de Vitam-UI qui soient en profil juste de communication pour aller faire une recherche d'archives et puis donc la télécharger à minima. Voilà, donc on a plusieurs moyens d'y répondre actuellement. Olivier, je te laisse préciser comment vous avez envisagé les choses peut-être par rapport à la question qui était posée. Pour le moment, effectivement, on n'est pas rentré dans le détail technique. C'est vrai que c'était une idée pour nous, à partir du moment où on se lançait dans de l'archivage électronique, de se dire comment l'usager, parce que c'est quand même ça qui est l'utilité, c'est pas simplement la conserver, c'est pas seulement la conserver pour la mémoire, c'est aussi rendre la donnée accessible. Or, une fois qu'elle est archivée, normalement, elle doit être conservée, mais on peut offrir à l'usager la possibilité de venir la voir, la consulter, éventuellement la télécharger, pourquoi pas. On a effectivement commencé à réfléchir à quelles métadonnées associer au document, si possible en natif pour pas avoir à faire de la reprise de la complétude de métadonnées sur des objets déjà archivables, puisqu'on pense essentiellement sur l'urbanisme pour nous. Et se pose, on a commencé effectivement à individualiser la problématique de la communicabilité, de la possibilité de diffuser, de télécharger. Donc on est au tout début de la démarche, hein, mais c'est quelque chose que j'ai quand même dans un coin de la tête. Je suis têtu. Merci beaucoup, Olivier. Notre intégrateur s'en souvient. Merci, Olivier. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions posées. Est-ce que certains veulent rajouter des choses, en profiter là pour les quelques minutes qui nous restent pour poser une question, faire un commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait ouvrir votre micro et prendre la parole. Bon, s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous remercier. Un grand merci, Mehdi, Gaël et Olivier. Voilà, j'ai plein d'idées à vous avoir écouté et même d'étoiles dans les yeux, et que Gaël, faut que je te recontacte et Mehdi pareil et Olivier également, puisqu'il y a plein de sujets de discussion sur différents plans. Mais un grand merci pour vos 3 retours d'expérience qui pouvaient montrer comment ça peut être très varié de s'engager avec Vitam. Alors là, le focus était fait sur des engagements en effet plutôt en mode implémentation chez soi d'une plateforme avec Vitam, et non Vitam accessible en service pour les collectivités. J'en profite juste pour vous indiquer que nous organisons le 30 juin aux Archives nationales à Paris en présentiel. C'est le retour un petit peu du présentiel. Une journée autour de cette V5 de Vitam avec une démonstration, une présentation des nouveautés de la version 5, et puis des retours d'expérience d'utilisateurs et de porteurs. Là, des échanges qu'on a pu avoir, je me dis que cette question de la diffusion et du prototype de diffusion d'Adamant peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Peut-être, alors l'urbanisme, je sais qu'on peut très vite dévier sur quelque chose actuellement en ce début 2022 qui suscite beaucoup de questions, donc je ne suis pas sûre qu'on ira là-dessus, mais l'idée aussi d'avoir des choses sur, par exemple, la supervision, les montées de version, des aspects un peu plus techniques pour essayer de répondre aux envies d'en savoir plus sur Vitam de tous les côtés, aussi bien sur les aspects fonctionnels que techniques. Donc un grand merci à vous tous. On est disponible évidemment, enfin je pense que vous avez nos coordonnées. Et voilà, à très bientôt. Alors Aude, je viens de voir ta question sur le portail de recherche. Alors je pourrais vraiment en parler longuement puisqu'on a aussi des échanges avec les éditeurs de SIA sur ces notions de portail de recherche pour faire des recherches unifiées. Parce que la notion de recherche, nous, il n'y a pas de souci, on la couvre. Après, c'est comment on fait aussi une recherche sur des archives qui sont par exemple en mode hybride papier et numérique. Et que voilà, on est en dialogue avec eux pour essayer de couvrir ça, et que d'autres solutions ont pu, enfin des utilisateurs ont pu utiliser la partie recherche Vitam de manière générale. Enfin bon, voilà, je vais plutôt conclure, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter les uns les autres. Si vous avez des questions, on y répondra dans la mesure du possible. Et on pourra avoir des échanges avec vous sur vos différentes questions. Un grand merci. Et bonne fin de journée tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous.